Je suis Shora Makaremi, je suis anthropologue au CNRS et également réalisatrice et autrice. Et je travaille particulièrement sur la révolution iranienne de 1979 et les mobilisations politiques et sociales en Iran jusqu'à aujourd'hui. Le slogan Femme, Vie, Liberté, alors en persan c'est Zan Zendegi Azadi, et la traduction d'un slogan qui est kurde à la base, Jin Jian Azadi, et qu'on a commencé à entendre dans les années 2000 au Kurdistan, donc au Rojava, Kurdistan syrien, puis également dans les grèves des femmes, par exemple à Barcelone ou à Genève. Mais il a été forgé dans la pensée de Abdullah Öcalan, qui est le leader du parti autonomiste kurde, le PKK, qui, depuis sa cellule de prison à sécurité maximale sur une île turque, où il est enfermé depuis quelques décennies maintenant, a repensé en fait toute la dimension marxiste des luttes de libération nationale, en partant du principe que tant qu'on ne pensait pas de façon très sérieuse la libération des femmes, on ne pouvait pas penser la libération des peuples. Et donc il a pensé le patriarcat et la domination des femmes comme vraiment le verrou qui permet d'asseoir toutes les autres formes de domination, à la fois sociale, culturelle, donc patriarcale, mais aussi économique, politique, capitaliste et coloniale. Et donc Femme, Vie, Liberté, c'est remettre les femmes et également l'écologie, un autre rapport au vivant et à la nature, comme condition de possibilité de cette égalité politique qui va permettre la liberté de tous et de toutes. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille en fait sur l'articulation de l'intime et du politique. C'est-à-dire qu'à partir de l'ouvrage qui s'appelle Le Cahier d'Aziz, qui sont les mémoires de mon grand-père sur la violence d'État, la répression et les violences de masse après la révolution de 79, qui ont touché ma famille à travers ma mère et ma tante, qui ont toutes les deux été exécutées par le régime de Khomeini. En lisant ces mémoires, en fait, en tant qu'anthropologue, je me retrouvais face à un document qui donnait une ethnographie en fait assez précise du fonctionnement de la violence d'État. Et notamment la façon, encore une fois, dont le pouvoir politique, la répression va aller prendre appui dans la dimension la plus intime des liens familiaux. Et moi, c'est ça qui m'intéressait parce que je pense que c'est un mécanisme qui est à l'œuvre dans beaucoup de régimes autoritaires et aussi moins autoritaires, mais la façon dont le pouvoir s'articule dans les dimensions les plus intimes de nos vies. Et ça, c'est une contribution que la pensée féministe a fait aux sciences sociales, à l'histoire, à l'anthropologie depuis les années 60 et 70. Et notamment, dans le champ de l'histoire, cette idée que, eh bien, comme disent les féministes, tout est intime et tout est politique, et que briser ces catégories-là permet à la fois de travailler avec des archives et des documents qui, quand il s'agit de faire l'histoire des femmes, ont souvent été des documents mineurs, qui sont restés dans les cercles familiaux, etc. Par rapport à ça, cette façon de décrire l'histoire aussi du point de vue non seulement des femmes, mais de toutes les populations minorisées, que ce soit les minorités ethniques, les minorités de genre, nous amène à travailler avec des archives qui soient des archives du peu, des archives fragmentaires, des archives qui sont beaucoup moins officielles. Et ça, c'est le mouvement Her Story, justement, puisque en anglais, History, l'histoire, c'est aussi son histoire à lui, his story. Et donc, en réaction à cette façon de faire l'histoire des grands hommes par le haut, etc., il y a tout un mouvement sur la façon de faire l'histoire, her story, leurs histoires à elles également, qui est plutôt une histoire par le bas, plutôt une histoire qui travaille avec des matériaux fragmentaires. Et c'est pour ça aussi que les chercheuses féministes et les militantes chercheuses ont accordé beaucoup d'importance à la constitution des archives. Et donc toute une nouvelle façon de concevoir les archives. Et c'est très important parce que, par exemple, dans le cas de l'histoire iranienne, la première opposition à la République islamique, c'était celle des femmes le 8 mars 1979, donc à peine un mois après la victoire de la Révolution de 79. Les femmes sont descendues dans la rue le 8 mars pour s'opposer au port du voile obligatoire. Et cette histoire-là a été toute première résistance féministe a été complètement effacée des mémoires. Et ce qu'il en reste, ce sont dans les archives
féministes, des femmes films, notamment les féministes françaises, qui étaient en Iran à l'époque avec les féministes iraniennes, qui ont filmé, qui ont produit des archives, qui les ont ramenées. Et ce sont ces archives-là qui nous permettent aujourd'hui aussi de réécrire cette histoire et de trouver la filiation entre le mouvement Femmes, Vie, Liberté et toute la généalogie, toutes les premières résistances dont il est issu. Quand on parle des luttes qui ont eu lieu en Iran à partir de 2022, mais également dans beaucoup d'autres endroits du monde, en fait, dans cette séquence qui commence un petit peu en 2019-2020, on voit qu'il y a une multitude de soulèvements, en fait, notamment l'année 2019 a connu une multitude de soulèvements, et encore une fois, en Iran, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, en fait, ne naît pas de rien. Il est héritier d'autres soulèvements qui ont lieu entre 2017 et 2019. Et l'année 2019, en fait, c'est Hind Mehdeb qui est réalisatrice et qui sera dans la table ronde qu'on anime aussi avec l'historienne au CNRS Leila Dakhli. Hind Mehdeb nous rappelait que l'année 2019, en fait, commence avec la révolution soudanaise en décembre 2018. Et puis il y a le soulèvement au Liban en 2019. Et puis le soulèvement en Irak. Il y a un soulèvement au Chili. Il y a le Hirak, le soulèvement en Algérie. Il y a le soulèvement au Bélarus, dont il sera question également, je pense, dans ce festival. Et puis, en novembre 2019, il y a un grand soulèvement en Iran qui a été réprimé par des centaines de morts en quelques semaines. Et donc, on a toute une série comme ça de soulèvements qui sont révolutionnaires par leur demande de renversement et de changement de pouvoir, mais qui ont aussi été étouffés, non seulement par la répression, mais par le Covid, qui a ouvert une autre séquence à partir de janvier 2020. Et donc, on essaye de penser les possibles qui ont été ouverts à ce moment-là et la façon dont ils ont profondément peut-être changer des rapports dans les mondes politiques et sociaux dans lesquels ils ont eu lieu. Et comment est-ce que, également, ces soulèvements-là nous obligent à repenser ce qu'on appelle les dramaturgies révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à la révolution qui va culminer dans le renversement du pouvoir, et ensuite quoi? On ne sait pas, parce que est-ce que la révolution de 2011 en Égypte est victorieuse ou pas? Est-ce que la révolution tunisienne a été victorieuse ou pas? Donc il y a toujours cette question de savoir les devenirs de la révolution. Mais donc, au lieu de penser cette dramaturgie-là de la révolution, eh bien penser les soulèvements révolutionnaires, des temps plus longs des changements révolutionnaires, qui font partie de la séquence dans laquelle on est aujourd'hui, dans le monde très compliqué dans lequel on est aujourd'hui. Hitch, une histoire iranienne, c'est le titre de mon film. Hitch signifie rien en persan. Et c'est ce qui est inscrit sur une armoire dont le film retrace l'histoire. C'est une armoire qui a été construite par mon père pour récupérer tous les objets qui nous restaient de notre mère après son exécution, donc, ou sa mort plutôt, puisqu'elle a été tuée dans un massacre qui a fait des milliers de victimes en Iran. En 1988, tous les prisonniers politiques qui restaient depuis le début des années 80 dans les prisons iraniennes ont été en quelques mois tués sur ordre de l'ayatollah Khomeini. Et ce massacre-là, en fait, est resté un événement extrêmement silencieux, extrêmement peu connu pendant très longtemps. Et les corps des victimes n'ont pas été rendus non plus à leur famille. Et donc, en l'absence de traces, il restait ces objets. Moi, j'ai commencé à les filmer en Iran dans les années 2000, un peu à la recherche justement des traces qui pouvaient rester. Et donc ce film est une enquête un peu archéologique sur la façon dont se noue un silence à la fois collectif, mais aussi familial et personnel, en partant à la recherche des traces ou des balises qui permettent de défaire ce silence-là. Mais je pense que c'est une tentative de raconter une histoire de violence en mettant au centre la question du déni, qui est un peu un après-coup et une vie longue des violences de masse, mais aussi, dans le cas des violences sexuelles, par exemple, la question du déni est extrêmement importante. C'est la façon dont survit la violence et ses effets sur le long terme. Et le film est une tentative pour sortir de l'emprise du déni et aussi pour montrer comment il fonctionne. Donc on est encore à l'articulation entre l'intime et le politique. Alors moi, mon rapport
Au cinéma, en fait, il s'est noué dans la pratique, pas du tout de façon théorique. Je n'étais pas particulièrement intéressée par les images ou même douée pour en faire, loin de là. Et j'ai fait ma thèse sur les zones d'attente, qui sont les centres de détention pour les demandeurs d'asile ou simplement les voyageurs qui sont arrêtés aux frontières en France. Et ce sont des espaces extrêmement surveillés, bien sûr, qui sont tenus par la police de l'air et des frontières. Et il est interdit d'y amener un appareil photo ou une caméra. Donc j'ai absolument pas travaillé avec les images au départ comme chercheuse, mais j'ai fait un voyage peu après la découverte d'un cahier, qui est un témoignage qui a été laissé par mon grand-père sur l'arrestation puis l'exécution et la mort de deux de ses filles, ma tante et ma mère. Les voyages que j'ai faits en Iran à la suite de cette découverte, eh bien, j'ai amené une caméra avec moi que j'avais achetée et j'ai commencé à filmer sans préparation préalable. Et il me semble après coup que j'ai filmé parce que j'avais besoin de mettre ce filtre ou d'avoir cette médiation entre moi et cette réalité-là qui était l'Iran des années 2000-2010, où il n'y avait aucune trace et aucun impact et aucune présence de toutes celles et ceux qui avaient été supprimés et sur la suppression desquels en fait s'était construite la République islamique. Et donc il me semble que voilà, c'est ce geste-là d'avoir besoin de filmer pour dire il s'est passé quelque chose ici, et d'avoir besoin de filmer aussi pour pouvoir habiter un espace qui est rendu inhabitable par le déni, qui ensuite m'a poussé à faire quelque chose de ces images et à continuer à documenter. Mais donc en tant qu'anthropologue, il y a toute une tradition, bien sûr, de l'anthropologie visuelle, mais il me semble que la caméra, le fait de filmer et aussi de monter, d'écrire à travers le montage, c'est une façon de produire de la connaissance. Donc c'est pas uniquement une façon de vulgariser ou de restituer ou de diffuser, mais c'est vraiment une façon de comprendre et de connaître et d'écrire. Radiographie d'une famille est un film qui propose une expérience de cinéma extrêmement créative, en partant d'un travail d'archives familiales, d'archives sonores et visuelles et de fiction. Donc c'est une façon de mettre en relation, de faire travailler l'archive à partir d'une proposition aussi fictionnée, autour d'une démarche qui, elle, est très documentaire et qui est extrêmement précieuse puisque la réalisatrice s'intéresse à la subjectivation, c'est-à-dire à la façon dont les Iraniens et les Iraniennes, dans ce moment de négociation, d'entrée dans la modernité que constituent les années 60, 70, 80, vont en fait s'attacher à des projets politiques et notamment à la question de l'islam politique et de l'islamisme révolutionnaire comme une façon de renégocier leur identité dans ce rapport parfois déchirant entre tradition, modernité, impérialisme, même si l'Iran n'a pas été un pays colonisé, c'est un pays qui a été soumis à des dominations impérialistes occidentales. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver, on peut se reconstituer ou négocier une subjectivité, et comment est-ce que celle-ci est passée par l'islam politique à un moment. Et la réalisatrice fait ça de façon extrêmement intime, familiale, à travers la petite histoire ou l'histoire personnelle, en partant de celle de sa mère. Et donc là, on a la figure d'une Iranienne qui est une vraie soldate de la révolution islamique et qui négocie en même temps sa libération et sa place comme femme à travers cet islam fanatique. Ce film pose des questions absolument centrales sur la question de la libération, la question de l'autonomie, de l'émancipation, de l'islam politique, de la révolution, et en même temps, il le fait à travers une figure qui prend le contre-pied un petit peu des figures féministes émancipées qu'on a vues, qu'on a revues avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, puisque là, on a une femme qui accède à une forme d'autonomie à travers un islam radical et fanatique. Et donc, moi, je trouvais que c'était un contrepoint extrêmement intéressant. Between Revolutions est un film donc récent qui a été primé là récemment à Berlin, qui propose également, tout comme Radiographie d'une famille, une expérience de cinéma en partant d'archives réelles et d'un travail de fiction, d'archives extrêmement personnelles et aussi d'archives collectives. Et donc cette façon
mettre en scène une correspondance entre une étudiante iranienne et une étudiante roumaine sur 10 ans, en partant de correspondances réelles qui ont été découvertes dans les archives de la police politique roumaine après 89, permet de tisser une histoire des révolutions, la révolution iranienne en 79 et la révolution roumaine en 89, du point de vue des femmes qui ont vécu ces événements-là dans leur vie personnelle, dans leur carrière étudiante et politique, dans leur vie familiale, en mettant au centre en fait les émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui s'attache particulièrement à l'amitié, qui pour moi est une émotion révolutionnaire très importante. Le court-métrage, j'essaye de ne pas oublier, de l'actrice devenue réalisatrice, Pega Arangarani, est un film d'archives familiales qui est une réflexion et une expérience de cinéma très, très fine, extrêmement sincère et tenue sur la question de la mémoire et de sa dimension politique dans un pays comme l'Iran. Et c'est un film que j'admire énormément parce qu'il est très simple, très efficace dans sa proposition. Il est ancré dans une démarche extrêmement sincère et en même temps extrêmement courageuse, puisqu'il a été réalisé en Iran par par une artiste qui vit là-bas. Le monde est dans quel état aujourd'hui? On est tous extrêmement inquiets, on est conscient d'être sur une espèce de plaque tectonique, peut-être d'entrer dans le XXIe siècle. Peut-être que plus tard on dira voilà, on est entré dans le XXIe siècle, dans la décennie 2020. Et par rapport à ce moment de croisée des chemins auquel on est, avec la montée des fascismes en Europe, avec les guerres dans le reste du monde, avec la question des impunités, de cette crise morale et juridique internationale aussi qui s'est renforcée avec le génocide en Palestine, eh bien on est dans une époque où ce qui s'est passé en Iran avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, ce qui s'est passé en Ukraine avec l'entrée en guerre de toute une nation pour défendre un projet politique démocratique contre l'invasion totale russe, eh bien, nous inspire et peut-être peut nous donner des clés sur ce que ça veut dire que résister, ce que ça implique que de porter des projets politiques alternatifs, ancrés dans le féminisme, ancrés dans l'écologie, ancrés dans une revendication de liberté, à un moment où on se trouve, nous aussi, confrontés à ces problèmes-là. On est dans un état du monde qui nous demande des phares, des lumières pour pouvoir nous orienter, et que ces soulèvements-là, ces résistances en Ukraine, à Gaza, en Iran, au Kurdistan, nous permettent aussi de nous nourrir pour faire face à ce qui nous attend ici en Europe et en France.